Il y a des choses qu'on entend et qu'on ne croit pas. Des choses tellement incroyables, tellement révoltantes, tellement indécentes qu'on se dit « non, c'est impossible, c'est sorti de son contexte, c'est mal traduit, c'est une fake news ». Et puis on écoute, on réécoute et on réalise que c'est réel. Sophia Chikirou, numéro 1 de la France insoumise, candidate à la mairie de Paris, représentante d'un parti qui se dit antiraciste, progressiste, défenseur des opprimés, voix des sans-voix, bouclier des colonisés. Cette femme a dit publiquement, devant une caméra, sans trembler, que l'Algérie sous colonisation française, c'était le paradis sur terre. Le paradis. 1 million de morts, des villages rasés, des populations affamées délibérément, des camps, de la torture, des enfumades, des massacres. Le paradis. Aujourd'hui sur Algérie Puissance, on ne va pas juste réagir, on va analyser, on va contextualiser, on va mettre les points sur les i, une bonne fois pour toutes, sur ce que représente vraiment la France insoumise vis-à-vis de la communauté franco-algérienne. Et on va expliquer pourquoi ce parti court tout droit vers une défaite historique. Si tu n'es pas encore abonné, c'est maintenant, parce que cette vidéo, tu vas vouloir la partager. Commençons par les faits bruts, les faits nus, sans interprétation, juste ce qui a été dit. Sophia Chikirou est interviewée. Le contexte, elle parle de politique, d'engagement, de pourquoi il faut se mobiliser. Elle prend un exemple personnel, elle parle de son père, et elle dit en substance que pour son père, la période avant la guerre d'Algérie, c'était le paradis sur terre, qu'il vivait avec la nature, qu'il avait à manger, qu'il avait des animaux, la belle vie. La belle vie. Maintenant, prenons 2 secondes pour comprendre ce que ça signifie réellement. Son père est né en 1948. Quand la guerre d'Algérie éclate en 1954, il a 6 ans. Soit. Un enfant de 6 ans n'a pas la conscience politique d'un adulte. Soit. On peut comprendre que les souvenirs d'enfance d'un gamin de 6 ans soient colorés de nostalgie. Mais voilà le problème fondamental. Sophia Chikirou ne corrige pas. Elle ne dit pas « mon père avait cette perception naïve d'enfant, mais la réalité historique était tout autre ». Elle ne dit pas « je comprends ce souvenir subjectif, mais il faut le replacer dans le contexte d'une colonisation brutale ». Non, elle le présente comme une vérité, comme un état de fait. L'Algérie colonisée, c'était le paradis. Point. Et c'est là que ça devient grave, parce qu'une chose est la mémoire subjective d'un enfant de 6 ans, une autre chose entièrement est de présenter cette mémoire comme une réalité historique depuis une tribune politique en 2026. Quand on lui a demandé de s'expliquer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit « la colonisation était une horreur et je la condamne sans réserve ». Elle n'a pas dit « je reconnais que mes propos étaient mal formulés et qu'ils ont causé de la douleur ». Non. Elle a dit que c'était une manipulation de l'extrême droite, que Jean-Michel Apathy et d'autres avaient sorti ces propos de leur contexte pour lui nuire, que « circuler, il n'y a rien à voir ». La politique du pas vu, pas pris. Sauf qu'on a tous vu et on a tous entendu. Permettons-nous un moment de rappeler ce que c'était vraiment l'Algérie colonisée, pas pour faire de la surenchère émotionnelle, mais parce que les faits historiques méritent d'être nommés quand quelqu'un les efface d'un revers de main depuis une tribune politique. La colonisation de l'Algérie par la France a duré 132 ans. 132 ans. C'est une durée que l'esprit peine à appréhender. Des générations entières, de père en fils, de mère en fille, ont vécu et sont mortes sous ce système. Ce système, il avait des caractéristiques précises. Il y avait d'abord la spoliation des terres. Les populations algériennes ont été dépossédées de leurs terres agricoles, de leurs ressources, de leurs moyens de subsistance. Les meilleures terres sont allées aux colons. Les Algériens ont été repoussés vers des zones moins fertiles, moins viables. Il y avait ensuite la ségrégation juridique. L'indigène algérien n'était pas citoyen français. Il était soumis au code de l'indigénat, un ensemble de règles d'exception qui lui interdisaient de circuler librement, de s'exprimer librement, de se rassembler librement. Il existait 2 catégories d'humains sur le sol algérien, ceux qui avaient des droits et ceux qui devaient obéir. Il y avait la famine organisée, et c'est un point crucial que beaucoup ignorent ou minimisent. La famine en Algérie colonisée n'était pas uniquement le résultat d'aléas climatiques ou de malchance agricole, elle était en partie délibérée. Les populations étaient maintenues dans un état de sous-nutrition calculé. Pourquoi? Pour empêcher les résistants qui se cachaient dans les montagnes d'être ravitaillés par les civils. Pour empêcher la population d'être dans un état de faiblesse qui la rendait moins susceptible de se révolter. Tu trouves ça familier? Tu devrais. C'est exactement ce qu'on a vu se déployer à Gaza. Et quand on a vu Gaza, beaucoup de gens ont été choqués, scandalisés. Certains ont dit que c'était sans précédent dans l'histoire moderne. Non, ça a un précédent. Il s'appelle l'Algérie colonisée. Et il a duré 132 ans. Il y avait aussi les camps.
Les villages algériens ont été transformés en zones de regroupement forcé. Des populations entières ont été déplacées de force, arrachées à leurs terres, à leurs maisons, à leurs histoires, et entassées dans des espaces contrôlés par l'armée française. Il y avait les enfumades. Cette pratique consistait à allumer des feux à l'entrée de grottes où s'étaient réfugiées des familles algériennes, hommes, femmes, enfants, vieillards, pour les asphyxier. Des centaines de personnes tuées par la fumée, dans l'obscurité, sans avoir aucune chance de fuir. Et il y avait le massacre de Sétif, de Guelma, de Kherrata, en mai 1945. Le 8 mai 1945, le jour même où l'Europe célébrait la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France massacrait des dizaines de milliers d'Algériens qui osaient réclamer l'application des principes de liberté et d'égalité que les Alliés venaient de défendre en Europe. Voilà ce qu'était le paradis de Sofia Chikirou. Maintenant, parlons du cœur du problème. Parce que si Sofia Chikirou avait été élue du Rassemblement national, du Parti de Reconquête ou de n'importe quel parti ouvertement identitaire et nostalgique de l'empire colonial français, ses propos auraient fait la une de tous les journaux. Les réseaux sociaux auraient explosé, la gauche entière aurait signé des tribunes, des manifestations auraient été organisées, la pression médiatique et politique aurait été telle que la démission aurait été inévitable dans les 48 heures. Mais comme c'est la France insoumise, le traitement est différent, beaucoup plus doux, beaucoup plus compréhensif, avec des guillemets autour du mot « scandale ». Et c'est précisément ce double standard qui est révélateur, profondément révélateur. La France insoumise a construit son identité politique sur l'antiracisme, la défense des minorités, la lutte contre l'islamophobie, le soutien à la Palestine, la critique du néocolonialisme. Ce sont des positions nobles sur le papier, des positions qui ont attiré des millions de votes, dont une part significative venant de la communauté franco-algérienne. Mais derrière ce discours, il y a une réalité beaucoup moins reluisante. Mélenchon lui-même, en 2013, lors d'une visite à Alger, avait refusé de reconnaître les crimes coloniaux commis par la France en Algérie. L'homme qui se présente comme le plus grand défenseur des opprimés du monde refusait de reconnaître le crime colonial dans le pays même qu'il a subi le plus intensément. Il a qualifié ce débat de perte de temps totale et de subterfuge. Un député de la France insoumise a liqué un commentaire prônant le Grand Maroc, c'est-à-dire l'idée que l'Algérie, la Mauritanie et d'autres pays d'Afrique du Nord appartiendraient à la souveraineté marocaine. Quand il a été pris la main dans le sac, il a présenté des excuses, mais le geste était là, l'instinct était là. Un autre représentant de la France insoumise a apporté son soutien au MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé organisation terroriste par l'Algérie. Non pas en nom du droit des peuples à se disposer d'eux-mêmes, ce qui serait une position défendable si elle était cohérente, mais dans une logique de déstabilisation de l'État algérien. Et maintenant, Sofia Chikirou qui présente la colonisation comme le paradis sur Terre. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une accumulation de maladresses individuelles, c'est un pattern, un schéma répété, une orientation politique cohérente qui, derrière le vernis progressiste, cache une hostilité structurelle envers l'Algérie et la communauté algérienne. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut parler d'argent. Pas au sens financier littéral, mais au sens politique. Le vote comme monnaie d'échange. Voilà la réalité brute du jeu politique en France concernant les communautés issues de l'immigration. Certaines communautés ont appris à monnayer leur vote. Elles votent en bloc, de manière organisée, pour celui qui leur fait les meilleures promesses, qui les représente le mieux, qui défend leurs intérêts de la manière la plus visible. C'est de la politique pure, pas de jugement là-dessus. C'est rationnel, c'est qu'efficace. D'autres communautés votent par loyauté historique, par habitude, par identité, sans nécessairement exiger quelque chose en retour. Et là, pour un parti politique, c'est une aubaine extraordinaire. Pourquoi s'embêter à faire des efforts, à défendre des positions, à prendre des risques politiques pour séduire une communauté qui vote pour toi de toute façon ? La communauté franco-algérienne, depuis des décennies, a voté massivement à gauche et pour la France insoumise, gratuitement, sans condition, par conviction, par tradition, par identification à des valeurs progressistes qui semblaient correspondre à ses aspirations. Et la France insoumise a très bien compris cette mécanique. Le vote algérien était acquis. Alors autant consacrer l'énergie politique à séduire d'autres communautés, notamment celles qui conditionnent leur vote, qui négocient, qui exigent des contreparties visibles. Résultat, la France insoumise a investi massivement dans la séduction d'autres communautés, y compris certaines qui entretiennent des rapports historiquement tendus avec la communauté algérienne. Et pour séduire ces communautés, quoi de mieux que de satisfaire, parfois explicitement, leur ressentiment anti-algérien ? C'est du calcul politique froid, cynique, mais c'est du calcul. Le vote algérien est acquis, donc on peut se permettre de cracher dessus.
On peut se permettre de liker des commentaires sur le Grand Maroc. On peut se permettre de soutenir des mouvements classés terroristes par Alger. On peut se permettre de présenter la colonisation comme un paradis perdu. Parce que de toute façon, où vont aller les Franco-Algériens? Au RN? À la droite traditionnelle? Ils n'ont pas le choix, alors autant en profiter. C'est le calcul, et c'est le calcul qui va se révéler être une erreur historique. Il y a un autre aspect de cette histoire qu'il faut absolument aborder, la stratégie des influenceurs. Après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, un phénomène a été abondamment commenté dans les cercles politiques du monde entier. Trump avait réussi à mobiliser des millions d'électeurs qui ne votaient traditionnellement pas, notamment des jeunes hommes, grâce à une stratégie d'alliance avec des créateurs de contenu, des podcasteurs, des personnalités du web, des gens qui parlaient directement à une audience que les médias traditionnels n'atteignaient plus. La France insoumise a voulu reproduire ce modèle. L'idée était simple, trouver des créateurs de contenu populaires auprès des communautés cibles, les associer aux partis, leur donner de la visibilité, de l'accès, parfois des ressources, et en échange, ils feraient rayonner le message de la France insoumise auprès de leurs audiences. Le problème, c'est que cette stratégie reposait sur un malentendu fondamental. Un vrai créateur de contenu, un vrai influenceur qui a construit son audience de manière authentique n'est pas un porte-parole de parti politique. Il a sa propre ligne, ses propres valeurs, ses propres limites. Et quand le parti avec lequel il est associé franchit ses limites, il n'a pas d'autre choix que de le dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des créateurs de contenu qui avaient été mis en avant par la France insoumise, promus, invités dans les meetings, présentés comme la nouvelle génération du mouvement progressiste, ont commencé à se retourner contre le parti. Pas de trahison, mais parce qu'ils ont vu des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'on leur avait vendu. Ils ont vu le racisme ordinaire qui circulait dans certains cercles du parti. Ils ont vu comment les personnalités d'origine algérienne étaient systématiquement écartées dès qu'elles posaient des questions inconfortables. Ils ont vu le double standard dans le traitement des communautés, et ils l'ont dit. Et maintenant, la France insoumise se retrouve dans une situation paradoxale. Elle a créé des plateformes, donné de la visibilité à des voix, et ces voix se retournent contre elle. Ce n'est pas de la trahison, c'est simplement la conséquence naturelle de traiter des créateurs authentiques comme des mercenaires interchangeables. Il faut maintenant avoir une conversation que beaucoup évitent parce qu'elle dérange des récits confortables. Il y a une idée reçue très répandue dans la communauté franco-algérienne, particulièrement chez les plus jeunes générations. Cette idée dit que la droite et l'extrême droite sont les héritières du colonialisme et que la gauche est le camp naturel des colonisés et de leurs descendants. Cette idée est historiquement fausse et elle est politiquement dangereuse. La guerre d'Algérie a été menée sous des gouvernements de gauche. Guy Mollet, socialiste, était Premier ministre quand la torture a été institutionnalisée, quand les grandes opérations militaires ont été lancées, quand la répression a atteint ses sommets. François Mitterrand, prochain président socialiste, était ministre de l'Intérieur et de la Justice dans les premières années du conflit. Ce sont ces hommes de gauche qui ont défendu l'Algérie française avec la même conviction qu'un n'importe quel homme de droite. Ce n'est pas pour absoudre la droite française de sa propre responsabilité dans le colonialisme et ses crimes. La droite a aussi ses responsabilités, profondes et indéniables. Mais c'est pour dire que le colonialisme n'est pas une affaire de gauche contre droite. C'est une affaire de rapport au pouvoir, de rapport à l'autre, de rapport à la différence. Et ce rapport peut être vicié aussi bien à gauche qu'à droite. Ce que l'affaire Chikirou nous montre, c'est que la nostalgie coloniale n'est pas l'apanage de la droite identitaire. Elle peut tout aussi bien s'exprimer dans un parti qui se dit révolutionnaire, progressiste, internationaliste. Et c'est peut-être le réveil le plus douloureux, mais le plus nécessaire pour la communauté franco-algérienne. Le camp politique qui a prétendu vous représenter pendant des décennies vous a utilisé. Il a pris vos votes. Et en échange, il a promu des gens qui pensent que votre histoire est une histoire de colons qui avaient la belle vie avec leurs animaux. Parlons maintenant de ce qui va se passer. La France insoumise est en difficulté profonde. Et cette difficulté n'est pas conjoncturelle, liée à telle ou telle polémique, elle est structurelle. Le parti a construit son ascension sur une coalition fragile, une coalition qui rassemblait des gens aux intérêts souvent contradictoires, maintenus ensemble par un discours commun et par la personnalité magnétique de Jean-Luc Mélenchon. Mais cette coalition commence à se fissurer. D'un côté, une partie de l'électorat traditionnel de gauche, intellectuels, enseignants, fonctionnaires, commence à trouver que la France insoumise a dérivé vers un communautarisme qu'elle ne reconnaît pas. De l'autre côté, les communautés minoritaires qui constituaient une part importante de l'électorat commencent à réaliser qu'elles ont été instrumentalisées. Et au milieu, une direction de parti qui ne sait plus très bien à qui elle parle, qui elle représente et où elle va.
La stratégie d'alliance avec des influenceurs a tourné court. Les influenceurs choisis se retournent contre le parti. La stratégie de séduction de certaines communautés en sacrifiant les intérêts de la communauté algérienne commence à produire ses effets inverses. Et les scandales internes, les affaires, les contradictions s'accumulent. La communauté franco-algérienne représente plusieurs millions de personnes en France. C'est la première communauté d'origine étrangère du pays. Des millions de personnes, des millions de votes potentiels. Si cette communauté décide collectivement de ne plus accorder sa confiance aveugle à un parti qui la méprise, les conséquences électorales seront considérables. Et c'est le message central de cette vidéo. Il n'est pas trop tard pour se réveiller, il n'est pas trop tard pour exiger le respect, pour dire notre vote a une valeur, notre histoire a une valeur, notre dignité a une valeur, et cette valeur ne sera pas bradée à un parti qui nous sourira le matin et validera notre effacement historique l'après-midi. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut parler d'argent. Pas au sens financier littéral, mais au sens politique. Le vote comme monnaie d'échange. Voilà la réalité brute du jeu politique en France concernant les communautés issues de l'immigration. Certaines communautés ont appris à monnayer leur vote. Elles votent en bloc, de manière organisée, pour celui qui leur fait les meilleures promesses, qui les représente le mieux, qui défend leurs intérêts de la manière la plus visible. C'est de la politique pure, pas de jugement là-dessus. C'est rationnel, c'est qu'efficace. D'autres communautés votent par loyauté historique, par habitude, par identité, sans nécessairement exiger quelque chose en retour. Et là, pour un parti politique, c'est une aubaine extraordinaire. Pourquoi s'embêter à faire des efforts, à défendre des positions, à prendre des risques politiques pour séduire une communauté qui vote pour toi de toute façon? La communauté franco-algérienne, depuis des décennies, a voté massivement à gauche et pour la France insoumise, gratuitement, sans condition, par conviction, par tradition, par identification à des valeurs progressistes qui semblaient correspondre à ses aspirations. Et la France insoumise a très bien compris cette mécanique. Le vote algérien était acquis. Alors autant consacrer l'énergie politique à séduire d'autres communautés, notamment celles qui conditionnent leur vote, qui négocient, qui exigent des contreparties visibles. Résultat, la France insoumise a investi massivement dans la séduction d'autres communautés, y compris certaines qui entretiennent des rapports historiquement tendus avec la communauté algérienne. Et pour séduire ces communautés, quoi de mieux que de satisfaire, parfois explicitement, leur ressentiment anti-algérien? C'est du calcul politique froid, cynique, mais c'est du calcul. Le vote algérien est acquis, donc on peut se permettre de cracher dessus. On peut se permettre de liker des commentaires sur le Grand Maroc. On peut se permettre de soutenir des mouvements classés terroristes par Alger. On peut se permettre de présenter la colonisation comme un paradis perdu. Parce que de toute façon, où vont aller les franco-algériens? Au RN? À la droite traditionnelle? Ils n'ont pas le choix, alors autant en profiter. C'est le calcul. Et c'est le calcul qui va se révéler être une erreur historique. Il y a un autre aspect de cette histoire qu'il faut absolument aborder. La stratégie des influenceurs. Après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, un phénomène a été abondamment commenté dans les cercles politiques du monde entier. Trump avait réussi à mobiliser des millions d'électeurs qui ne votaient traditionnellement pas, notamment des jeunes hommes, grâce à une stratégie d'alliance avec des créateurs de contenu, des podcasteurs, des personnalités du web, des gens qui parlaient directement à une audience que les médias traditionnels n'atteignaient plus. La France insoumise a voulu reproduire ce modèle. L'idée était simple, trouver des créateurs de contenu populaires auprès des communautés cibles, les associer au parti, leur donner de la visibilité, de l'accès, parfois des ressources, et en échange, ils feraient rayonner le message de la France insoumise auprès de leurs audiences. Le problème, c'est que cette stratégie reposait sur un malentendu fondamental. Un vrai créateur de contenu, un vrai influenceur qui a construit son audience de manière authentique n'est pas un porte-parole de parti politique. Il a sa propre ligne, ses propres valeurs, ses propres limites. Et quand le parti avec lequel il est associé franchit ses limites, il n'a pas d'autre choix que de le dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des créateurs de contenu qui avaient été mis en avant par la France insoumise, promus, invités dans les meetings, présentés comme la nouvelle génération du mouvement progressiste, ont commencé à se retourner contre le parti. Pas de trahison, mais parce qu'ils ont vu des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'on leur avait vendu. Ils ont vu le racisme ordinaire qui circulait dans certains cercles du parti. Ils ont vu comment les personnalités d'origine algérienne étaient systématiquement écartées dès qu'elles posaient des questions inconfortables. Ils ont vu le double standard dans le traitement des communautés, et ils l'ont dit.
Et maintenant, la France insoumise se retrouve dans une situation paradoxale. Elle a créé des plateformes, donné de la visibilité à des voix, et ces voix se retournent contre elle. Ce n'est pas de la trahison, c'est simplement la conséquence naturelle de traiter des créateurs authentiques comme des mercenaires interchangeables. Il faut maintenant avoir une conversation que beaucoup évitent parce qu'elle dérange des récits confortables. Il y a une idée reçue très répandue dans la communauté franco-algérienne, particulièrement chez les plus jeunes générations. Cette idée dit que la droite et l'extrême droite sont les héritières du colonialisme et que la gauche est le camp naturel des colonisés et de leurs descendants. Cette idée est historiquement fausse et elle est politiquement dangereuse. La guerre d'Algérie a été menée sous des gouvernements de gauche. Guy Mollet, socialiste, était Premier ministre quand la torture a été institutionnalisée, quand les grandes opérations militaires ont été lancées, quand la répression a atteint ses sommets. François Mitterrand, prochain président socialiste, était ministre de l'Intérieur et de la Justice dans les premières années du conflit. Ce sont ces hommes de gauche qui ont défendu l'Algérie française avec la même conviction qu'un n'importe quel homme de droite. Ce n'est pas pour absoudre la droite française de sa propre responsabilité dans le colonialisme et ses crimes. La droite a aussi ses responsabilités, profondes et indéniables. Mais c'est pour dire que le colonialisme n'est pas une affaire de gauche contre droite. C'est une affaire de rapport au pouvoir, de rapport à l'autre, de rapport à la différence. Et ce rapport peut être vicié aussi bien à gauche qu'à droite. Ce que l'affaire Chikirou nous montre, c'est que la nostalgie coloniale n'est pas l'apanage de la droite identitaire. Elle peut tout aussi bien s'exprimer dans un parti qui se dit révolutionnaire, progressiste, internationaliste. Et c'est peut-être le réveil le plus douloureux, mais le plus nécessaire pour la communauté franco-algérienne. Le camp politique qui a prétendu vous représenter pendant des décennies vous a utilisé. Il a pris vos votes. Et en échange, il a promu des gens qui pensent que votre histoire est une histoire de colons qui avaient la belle vie avec leurs animaux. Parlons maintenant de ce qui va se passer. La France insoumise est en difficulté profonde. Et cette difficulté n'est pas conjoncturelle, liée à telle ou telle polémique, elle est structurelle. Le parti a construit son ascension sur une coalition fragile, une coalition qui rassemblait des gens aux intérêts souvent contradictoires, maintenus ensemble par un discours commun et par la personnalité magnétique de Jean-Luc Mélenchon. Mais cette coalition commence à se fissurer. D'un côté, une partie de l'électorat traditionnel de gauche, intellectuels, enseignants, fonctionnaires, commence à trouver que la France insoumise a dérivé vers un communautarisme qu'elle ne reconnaît pas. De l'autre côté, les communautés minoritaires qui constituaient une part importante de l'électorat commencent à réaliser qu'elles ont été instrumentalisées. Et au milieu, une direction de parti qui ne sait plus très bien à qui elle parle, qui elle représente et où elle va. La stratégie d'alliance avec des influenceurs a tourné court. Les influenceurs choisis se retournent contre le parti. La stratégie de séduction de certaines communautés en sacrifiant les intérêts de la communauté algérienne commence à produire ses effets inverses. Et les scandales internes, les affaires, les contradictions s'accumulent. La communauté franco-algérienne représente plusieurs millions de personnes en France. C'est la première communauté d'origine étrangère du pays. Des millions de personnes, des millions de votes potentiels. Si cette communauté décide collectivement de ne plus accorder sa confiance aveugle à un parti qui la méprise, les conséquences électorales seront considérables. Et c'est le message central de cette vidéo. Il n'est pas trop tard pour se réveiller, il n'est pas trop tard pour exiger le respect, pour dire « notre vote a une valeur, notre histoire a une valeur, notre dignité a une valeur, et cette valeur ne sera pas bradée à un parti qui nous sourira le matin et validera notre effacement historique l'après-midi. » Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on arrête le vote automatique. On arrête de voter par habitude, par peur de l'alternative, par défaut. Chaque vote est une monnaie, et une monnaie qui ne circule que dans un seul sens perd toute valeur de négociation. Si la France insoumise sait avec certitude qu'elle aura le vote franco-algérien quoi qu'elle fasse, elle n'a aucune raison de respecter la communauté franco-algérienne. Deuxièmement, on exige des comptes, on exige des positions claires. On exige que les représentants politiques qui veulent notre soutien disent clairement ce qu'ils pensent de la colonisation. Pas en termes vagues et diplomatiques, clairement, sans ambiguïté. La colonisation était un crime, la résistance algérienne était légitime, les combattants pour l'indépendance n'étaient pas des terroristes. Ce sont des positions simples, élémentaires, et quiconque refuse de les affirmer clairement n'a pas droit à notre soutien. Troisièmement, on construit notre propre puissance. Algérie Puissance, ce n'est pas qu'un nom de chaîne YouTube, c'est une philosophie. C'est l'idée que la communauté franco-algérienne doit construire ses propres espaces d'expression, ses propres canaux d'information, sa propre capacité à se faire entendre sans passer par des intermédiaires qui la manipulent.
Les Algériens ont survécu à 132 ans de colonisation. Ils ont gagné une guerre d'indépendance contre l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Ils ont construit un État souverain à partir de ruines. Ce peuple n'a pas besoin de mendier le respect, il a besoin de le réclamer, fermement, dignement et sans complexe. Le mot de la fin. Soufia Chikirou a dit que l'Algérie colonisée était le paradis sur terre. Le paradis des camps, le paradis des enfumades, le paradis du million de morts. Non. L'Algérie colonisée n'était le paradis de personne, sauf peut-être de ceux qui avaient des animaux à faire travailler et des terres spoliées à cultiver. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est simple, nous souvenir, transmettre et refuser catégoriquement que la mémoire de nos aïeux soit instrumentalisée, minimisée ou effacée par des entrepreneurs politiques qui cherchent des voix et non des vérités. Algérie puissance, c'est ça, la puissance de la mémoire, la puissance de la dignité, la puissance de ceux qui refusent de se laisser définir par ceux qui les méprisent. Partage cette vidéo, mets un like, commente et dis-nous ce que tu en penses. À très bientôt.